Le casque a arrêté la balle, c'est ce qui me sauve la vie. On a réussi quand même ce jour-là à sauver 26 otages sans qu'il y en ait un seul de blessé. La violence a augmenté, l'équipement a augmenté, le professionnalisme des voyous a augmenté. Quand on te fournit ton arme, tu dois bien te rendre compte que c'est pas un stylo bic. Hein. Marc Viriot, bonjour. Enchanté, bonjour. On est très content de vous avoir aujourd'hui au Crayon. Vous êtes un ancien membre du RAID, vous publiez aux éditions Les Arènes Au cœur du RAID, un livre sur lequel vous revenez sur vos nombreuses opérations. On est le 21 mars 2012, vous êtes à terre, vous êtes dans une sorte de chaos. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez expliquer 21 mars 2012, c'est l'affaire Mera. Et c'est une affaire compliquée puisque quand on descend, nous, il y avait déjà 3 attentats contre un militaire qui vendait sa moto, ensuite 3 militaires qui retiraient de l'argent et ensuite une école avec trois enfants qui se sont fait tuer et un parent d'élève. Donc on descend dans ce contexte-là. On ne sait pas trop si on va simplement aider la police judiciaire. Finalement, on donne un assaut assez rapide sur un suspect, sur Mohamed Mera. Et en effet, l'intervention durera longtemps, 33 heures, parce que notre but, c'est d'attraper les gens vivants pour avoir les complicités, ceux qu'on fournit les armes, ceux qu'on fournit les voitures, ceux qu'on fournit... Et puis savoir un peu le trajet sociétal pour essayer d'éviter que les autres fassent pareil. Vous ne les travaillez pas vivants pour le traduire en justice, c'est plus pour les complices ? Ah ben oui aussi, oui aussi. Bon, moi je parle de manière opérationnelle, ce qui nous intéresse. Oui, bien sûr, pour qu'il soit puni, bien sûr. Et l'affaire, en fait, d'entrée de jeu, il dormait pas. On donne l'assaut à 3h15 en espérant qu'il dormait. Et puis donc, il tire sur la colonne. Il y a un blessé dès la première minute, quelqu'un qui prend une balle dans le genou. Et moi, je serais blessé 3 heures après. J'étais à 2,50 m de la porte. Je replaçais un outil d'effraction. Et contre toute attente, j'ai pris une première balle en plein milieu du casque. Ça m'a fait basculer. J'ai pris la deuxième qui aurait pu me tuer parce qu'elle aurait dû m'atteindre pleine gorge. Et en fait, elle me tape l'arrière de l'omoplate. Voilà. Et donc, je tombe dans les escaliers. Il vide son chargeur. Encore 5 cartouches, 5 balles. Vous les entendez? C'est pour ça que vous dites 5 parce que vous entendez les... Non, je sais pas. Je sais que ça mitraille, bam. Mais je sais que c'est 5 parce qu'en fait, c'est des chargeurs de 7. Il tirait avec du Colt 45. C'est les armes qu'avaient les GIs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des grosses balles. Donc c'est des chargeurs de 7 seulement. Et j'ai été sauvé par ça d'ailleurs, parce que ce sont des balles qui tuent très bien, mais comme elles sont grosses, elles ont le défaut de mal traverser les blindages. Donc le casque a arrêté la balle, c'est ce qui me sauve la vie. Et voilà, donc après il a tiré en ricochet, et j'ai pas été atteint par ces balles-là, et je me suis protégé sous l'escalier, et voilà. J'ai entendu mes camarades appeler, il faut aller chercher Marco, mais je leur ai vite dit que ça va, j'avais une drôle de sensation puisque j'avais l'impression d'avoir une balle dans la tête et une balle dans l'épaule, mais d'un autre côté, sous l'escalier, j'avais l'impression d'aller bien quand même pour quelqu'un qui avait une balle dans la tête et une balle dans l'épaule. Et donc je me suis exfiltré seul, voilà. Avec 2 balles dans le corps. Enfin, ouais, mais je les avais pas au final. Parce qu'en fait, quand on a touché comme ça, on n'a pas l'habitude. D'habitude, on pense qu'au métier. On s'occupe pas des émotions. On sait se concentrer sur les éléments objectifs de l'intervention, pour ne pas être pollué par les pensées, les émotions. Voilà, on a besoin de 100% de son cerveau pour se confronter à la problématique qui elle, est à 100%. Parce que les gens en face de nous, ils sont au moins à 100% d'ailleurs. Des fois, ils sont plus que 100%. Parce que au Bataclan, ils étaient drogués avec du Captagon, donc ils étaient, voilà. Et puis eux, ils n'ont pas de règles, donc ils peuvent tirer dans les otages. Bon, souvent, ils ont plus de facilité que nous. Mais voilà, au cœur de l'action, nous, on se concentre sur ces points-là. Et c'est vrai que je me suis surpris, moi, après avoir reçu des balles, parce qu'on peut pas automatiser ça. J'ai eu un réflexe d'enfant, je sentais du sang couler sur ma tête. J'ai glissé ma main sous ma visière, sous ma cagoule aussi, pour voir. Je m'attendais à retirer ma main avec de la poisse, du sang. Et en fait, j'avais pas. C'était du sang fantôme. Et donc, j'étais sous l'escalier. Je pensais que j'avais une balle dans la tête, mais finalement, j'avais pas de sang. Donc, en fait, la balle s'est arrêtée dans le casque.
Et pareil pour l'épaule. L'épaule, la balle n'a fait qu'arracher, il y a un trou rentrant et un trou sortant au niveau de l'omoplate, mais la balle n'a fait qu'arracher la viande de l'omoplate, et donc j'avais mal à l'épaule, comme si, mais d'un autre côté, mécaniquement, elle fonctionnait. Comme une courbature, quoi, à peu près. Bah voilà, c'est-à-dire que quand on est blessé, il y a un aspect physique et puis un aspect psychologique. Et en fait, moi, physiquement, finalement, ça allait bien. Mais quand tu penses que tu as une balle dans la tête, une balle dans l'épaule, il faut un petit moment il y a un petit moment où tu es quand même un peu désarçonné et puis tu es envahi par des émotions au moment où il faudrait pas en avoir, quoi. Comment on vit lorsqu'on a survécu à un acte qui aurait pu être mortel, qui aurait presque dû être mortel? Est-ce qu'on repart au combat comme vous l'avez fait pour des missions ultérieures parce que c'est notre métier, c'est notre devoir et qu'on s'y est préparé? Combien de temps est-ce qu'il faut? Comment on vit les traumatismes psychologiques? Alors, les traumatismes, entre guillemets, les traumatismes psychologiques, par définition, c'est pas très rationnel. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je me suis pas trouvé très impacté psychologiquement par ces deux blessures. Parce qu'en fait, j'ai été surpris. Après coup, tu te dis, mince, là, je suis passé près. Je sais, par exemple, que pour ma famille, il y a eu un avant et un après. Donc, ma famille a été plus impactée que moi. Mais les impacts psychologiques, si je vous dis que c'est pas rationnel, c'est parce que je pense que j'ai été plus impacté par d'autres balles qui sont passés à côté ou des fois qui n'ont pas été tirés. Et le pire, moi, ce qui m'a plus impacté, c'est les moments où tu t'attends à être frappé. Par exemple, dans presque toutes les interventions, il y a un moment donné, bon, après j'étais à l'effraction, donc pareil, pour casser une porte, il y a des moments où tu peux pas faire autrement que de t'exposer. Parce qu'on essaie d'avancer en se protégeant à chaque fois. À chaque danger, on met une arme et deux yeux. Donc, on se complète, on est nombreux. Mais il y a des moments où il y a des nœuds, où on est obligé d'accélérer. Et en se disant, bon, bah là, sur les 2 mètres qui vont suivre, je vais être obligé de passer en force. Et si ça tire, ou quand tu casses une porte, tu te mets devant la porte parce que tu peux pas faire autrement, tu te dis là, si ça tire, je vais être touché. Et ces moments-là sont impactants. Par exemple, le 13 novembre 2015, moi j'ai été envoyé avec mon camarade sur un immeuble à côté du bar La Bonne Bière. 2 terroristes avaient été vus se réfugier dans cet immeuble. On a cassé des portes, on a cassé 11 portes. Eh bien là, ces portes-là m'ont plus impacté que mes blessures réelles à Mera. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a évacué les gens qui acceptaient d'être évacués pour ensuite fouiller leur maison pour être sûr, enfin leur appartement pour être sûr que les terroristes n'étaient pas là. Mais les portes qui répondaient pas, il a fallu les casser. Et derrière la porte, on savait pas s'il y avait les terroristes ou s'il y avait simplement des gens qui étaient méfiants par rapport à la police ou je sais pas, un enfant ou un sourd-muet, tout est possible, quoi. Tu vois, une porte qui répond pas, ça veut pas dire qu'il y a personne, quoi. Ça peut être quelqu'un qui a pas confiance, etc. Et donc ces portes-là, en fait, on a été obligé de les ouvrir. Au lieu de les ouvrir très violemment, comme on aurait fait si on était sûr qu'il y avait pas d'innocents, on les aurait ouverts à l'explosif, parce que derrière il y avait des terroristes. On savait, équipés de gilets explosifs, équipés de Kalachnikov. Donc voilà, on aurait ouvert ces portes-là violemment. Mais comme on ne savait pas s'il n'y avait pas un innocent derrière, eh bien on les a ouverts mécaniquement, donc en prenant des risques, du temps. Et souvent, mécaniquement, c'est difficile de le faire en toute sécurité. Donc on s'est exposé devant ces portes. Moi, j'en ai cassé 11 avec mon camarade. Eh bien, ces portes-là ont été impactantes psychologiquement. Parce qu'à chaque fois, il y a un geste d'abnégation. Tu te dis là, je vais être pendant 30 secondes devant la porte. Si ça tire, c'est sûr, c'est pour moi. Et donc là, cette balle-là, qui n'a pas été tirée, parce que finalement, les terroristes n'étaient pas là. C'était une fausse information. Il y avait des balles de Kalachnikov en bas de l'immeuble. Mais finalement, ils étaient repartis. Mais nous, on ne sait pas. Donc en fait, ces portes là où il y avait ni coup de feu, ni terroristes, m'ont plus impacté psychologiquement parce que je m'attendais à être blessé, je m'attendais à exploser, je m'attendais à voilà, et alors que je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est en ça que c'est pas rationnel le traumatisme psychologique. Vous avez aussi été parmi celui ou si vous étiez plusieurs, je me souviens pas très bien, mais qui ont ouvert la porte de l'hypercacher, enfin une porte de service qui n'était pas forcément une porte qui devait forcément être ouverte. Quel souvenir vous avez de cette période-là? L'hypercacher, il y avait 2 portes. Une porte principale
et une porte de service. Les portes étaient très difficiles à ouvrir parce que forcément, ce sont des portes qui sont faites pour dissuader les cambrioleurs, puisque derrière, il y a de la marchandise. Donc, c'est des portes compliquées à ouvrir. La porte principale, c'était une double porte, verre coulissant, et puis derrière, un rideau de fer montant vers le haut. Et côté périphérique, c'était la porte de service, qui elle aussi était très dure à ouvrir. Porte à double battant, qui se tire vers soi, avec une barre de renfort derrière, avec un piégeage possible, puisque Koulibaly avait 2 kilos d'explosifs. Donc voilà, quand c'est des portes très difficiles comme ça, on n'en choisit pas une, parce qu'en cas d'échec, voilà, on préfère ouvrir plusieurs issues. Alors maintenant, on sait ouvrir aussi un plafond, on sait ouvrir des murs, mais voilà, on préfère ouvrir plusieurs choses. Et c'est mon camarade et moi qui sommes chargés d'ouvrir la porte de service. Cette porte de service, elle était à ouvrir, mais on savait qu'il y avait de la marchandise derrière, donc on savait que l'assaut aurait été difficile à donner par là. Mais en ouvrant cette porte-là, on a attiré le terroriste vers le fond du magasin, qui nous a tiré dessus quand il y a la poussière et la lumière est rentrée. Et donc, pendant tout le temps où il nous a tiré dessus, eh bien, le groupe d'assaut a pu attendre que le rideau s'ouvre pour travailler. Voilà. Mais enfin bon, cette porte-là, avec mon camarade, on pensait qu'on n'allait pas réussir à l'ouvrir. Personne pensait qu'on allait réussir à l'ouvrir. C'était une porte très difficile. Parce que ouvrir à l'explosif une porte tirante, c'est pas banal. Puisque l'explosif pousse, et nous, on a réussi à l'ouvrir et à la tirer. Donc avec des capacités techniques qu'on avait depuis assez peu de temps. On avait fait des tests très peu de temps avant. 1 an avant, personne aurait su ouvrir cette porte. Aucun service de police ou militaire. Donc on était très fiers de cette réussite-là. Et ça a été sûrement positif pour toute l'intervention, parce que si le terroriste avait attendu que le rideau se lève et tirait à travers le rideau, il y aurait eu plus de blessés dans nos rangs et sûrement chez les otages. On a réussi quand même ce jour-là à sauver 26 otages sans qu'il y en ait un seul de blessé. Comment on gère justement la pression? Parce que j'imagine, on arrive devant cette porte, tout est médiatisé, on sait que c'est une affaire, une grosse affaire. Est-ce qu'on arrive à faire totalement abstraction de tout ça? Ou est-ce qu'on est quand même pris dans l'émotion qui baigne autour? Ce jour-là, en effet, il y avait déjà 5 morts. 4 dans l'épicerie, dès qu'il est arrivé. Enfin, il en a tué 3 d'entrée de jeu. Il en a tué un otage un petit peu plus tard, qui a remonté des frigos, avant qu'on arrive. Et la veille, il avait tué une policière municipale à Montrouge. Donc quand on arrive, nous, il y a déjà 5 morts. On sait qu'il y a... Enfin, on le sait pas, mais il y a de l'explosif. On sait qu'il y a de la Kalachnikov. On sait qu'il est en lien avec les 2 tueurs de Charlie Hebdo. Donc on sait que les 2 interventions sont liées et qu'ils sont en communication, et que si jamais ça se passe mal à 40 km de là avec le GIGN, ben nous on en payera les pots cassés. On sait qu'il y a des journalistes partout, donc tout ce que tu fais est filmé. Filmé, ça veut dire ça sera jugé. Hein. Donc ça met pas... On a l'habitude de ça. Tout ce qu'on fait, c'est propre, puisque de toute façon, on sait qu'on est filmé. Maintenant, on est dans une société où tout est filmé, tout le monde a une caméra sur soi avec son téléphone, il y a des caméras de rue partout. Voilà. Mais bon, on n'empêche que quand tu as des caméras, ça t'oblige à toi de te concentrer de manière particulière, à cloisonner encore plus. Donc quand on y va, on sait que ça va être compliqué, on sait qu'on ne peut pas se jeter dans une attaque. Il y a 26 otages. Enfin, à l'époque, on pensait 19, mais il y en avait 26. Et donc, on sait qu'on va prendre des risques, parce que notre but, c'est, de sauver les 26, hein, enfin, en l'occurrence 19, mais ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est d'attraper le terroriste vivant, hein, parce que ça change pas le truc. Nous, pour tuer un individu, comme par exemple Mera, il n'y a pas besoin du raid. Hein, tu prends un militaire en retraite qui sait lancer une roquette, et ça y est. Donc le but du jeu, nous, c'est d'attraper les gens vivants, comme je vous disais tout à l'heure, pour remonter les réseaux. Donc, premier, sauver les otages. 2, attraper les mecs. Et seulement nous, on arrive là. C'est-à-dire se sortir vivant de l'affaire. Nous, on passe en 3e position. Donc forcément, si tu penses à ça pendant l'action, bon ben, c'est pas possible. Ça fait trop de choses. Donc nous, en fait, tout notre travail, une grosse partie de notre travail,
c'est de ne pas penser à ça et de se concentrer sur les éléments objectifs de la situation, et c'est-à-dire en fait de refaire en vrai ce qu'on fait plusieurs fois par semaine à l'entraînement. Parce que on sauve des otages, nous, des faux otages, toutes les semaines à l'entraînement, sans prendre de risques, parce qu'on travaille à la balle peinture, sans enjamber de mort, sans prendre de risque de tuer quelqu'un, de tuer un innocent ou même de tuer un coupable. Et tout le travail, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci en enjambant un mort, en enjambant 10 morts, comme sur les terrasses parisiennes, en enjambant 80 morts, comme au Bataclan, de faire la même chose, parce que c'est la même tâche technique, en fait. Il faut arrêter un mec, il faut passer les menottes à un mec. Donc il faut faire la même chose quand il n'y avait pas de danger que quand il y a du danger, quand il n'y a pas de mort et quand il y a plein de morts. Et donc on se concentre, nous, sur notre tâche. Moi, j'ai retrouvé notre pose d'explosifs avec mon camarade. Ça a été filmé par les caméras de surveillance parisienne. Et j'étais moi-même un peu surpris, j'étais agréablement surpris par notre calme. Qu'est-ce qui a changé, vous, dans votre expérience du raid, entre la fin des années 90, 98 et 2018, la fin des années 2010, il y a eu Mohamed Merah qui a été une césure en France sur la prise en compte de la menace terroriste, terroriste islamiste en particulier. Comment vous avez vécu cette différence? Bien sûr, moi j'ai fait 20 ans dans la colonne d'assaut du RAID. J'y suis rentré en 1998 et j'en suis sorti 20 ans plus tard, en 2018. Eh bien, c'est vrai que le profil sociétal, c'est pas du tout la même. Nous, en 98, les Kalachnikov, il y en avait une dans la cité pour les photos, mais en règle générale, c'était du fusil de chasse. Voilà, c'était à peu près. Alors, il y avait déjà du fusil, par exemple, en 89 et 90, 2 hommes du raid se sont fait tuer à Ris-Orangis. C'était déjà un fusil de guerre, mais c'était un fusil de haute chasse. Enfin, de chasse de. C'est plus difficile à appréhender quelqu'un qui a une Kalachnikov ou un fusil de guerre que quelqu'un qui a un simple fusil de chasse. Ou bien sûr, parce que les balles de Kalachnikov, ça traverse plus de parties du blindage qu'un fusil normal. Parce que je veux dire, voilà, la violence a augmenté, l'équipement a augmenté, le professionnalisme des voyous a augmenté, et voilà, là où en 98 la Kalachnikov avec ses balles de guerre était assez rare, maintenant, aujourd'hui, en 2018. Il y a des fusils d'assaut dans tous les milieux du banditisme. Voilà, l'armement. 2015, c'est par exemple la première fois qu'on voit en France des gilets explosifs. Non seulement des gilets explosifs, mais encore plus sophistiqués que les gilets explosifs que nos amis forces spéciales rencontraient et nous ont décrit, rencontraient au Mali ou en Afghanistan. Parce que en Afghanistan ou en Syrie, presque tous les combattants étaient équipés de gilets ou de ceintures explosifs, ne serait-ce que pour élargir leur capacité de tuer après avoir été blessés, ou pour se suicider, pour ne pas tomber entre les mains de leur ennemi. Donc, ils étaient tous équipés, mais c'était en explosif secondaire, c'est-à-dire de l'explosif soit de carrière, soit militaire, c'est-à-dire récupéré dans les obus. Et cet explosif-là, quand on fait un gilet, eh bien, nous, on peut tirer dedans. Il y a peu de chances que l'énergie de la balle déclenche le gilet. Alors que nous, les gilets explosifs qu'on a rencontrés au Bataclan, 10 gilets, 1,2 kg d'explosifs en explosifs primaires. On a testé après, c'est-à-dire que... C'est après coup que vous l'avez su, du coup. Vous ne savez pas sur le moment. Très vite, il y a eu un doute. Non, on a mis du temps à le savoir, mais c'était pas sûr. On s'en est douté dans la foulée, parce que le premier mort du Bataclan, enfin le premier terroriste mort, il a explosé. Mais on ne sait pas si c'était lui qui avait explosé ou l'énergie de la balle de celui qui a tiré. Mais en tout cas, après on a testé, c'était du TATP. Le TATP, c'est un explosif hypersensible. Et normalement, tu peux pas en faire un gilet. Mais là, ils avaient une petite technologie pour le rendre possible en gilet. Parce que normalement, tu fais ça explose. Mais là, ils avaient fait une manip pour que ça soit pas sensible à ce point.
Mais le but du jeu, c'était que si la police tire dans ce gilet-là, eh bien, le gilet explose, projette tous les boulons qu'il y avait. Il y avait environ 500 boulons devant et 400 derrière, je crois. Enfin, des puzzles de boulons pour que, quand l'explosif, tu peux être touché par l'onde de choc et les boulons. Oui, ils avaient sûrement débriefé. Ils ont vu que Mohamed Merah était mort pas loin de nous, que Koulibaly, le 9 janvier 2015 à l'Hypercacher, est mort pas loin de nous. Ils ont dû se dire, bon, bah, la prochaine fois qu'un terroriste meurt à leur côté, il explosera et tuera toute la colonne d'assaut. Et comment vous avez fait pour pallier à ce risque? Bah, on le savait pas. Alors on fait, nous, en sorte à chaque fois d'être le plus prudent possible, mais après 2012, après 2015, après janvier 2015, on avait rajouté une séance de tir supplémentaire déjà. Parce qu'on savait que les gilets, nos amis forces spéciales nous en avaient parlé. Et donc, une séance de tir supplémentaire, en alerte, on avait déjà 2 séances de tir par semaine. Rajouter une séance de tir pour essayer de tirer dans la tête. Mais tirer dans la tête de quelqu'un, c'est pas simple, hein, parce que on tire d'une main, parce qu'on a un bouclier, ça bouge. En plus, en règle générale, nous, on tirait pas au niveau de la tête, parce qu'une balle tirée au niveau de la tête, c'est une balle qui reste dangereuse très longtemps. On préfère tirer poitrine, parce que comme ça, elle est fichante, et si jamais tu loupes, elle arrête sa course meurtrière assez vite dans le sol. Donc voilà, enfin bon, il y avait toutes sortes de procédures qu'on a fait après 2015, parce que c'était compliqué de s'affronter à ces personnes. Mais il n'y a pas que les gilets en explosifs primaires. On a vu aussi le 18 novembre, 5 jours après le Bataclan, quand on a été chercher le chef d'équipe Abaoud, le chef d'équipe des terroristes du 13, eh bien, on a reçu 3 grenades. 3 grenades fait maison. Là aussi, c'est nouveau. Parce qu'avec la nouvelle technologie, avant un spécialiste explosif, c'est-à-dire piégeage, d'assaut, etc., pour faire sa culture, il fallait qu'il voyage, il fallait qu'il rencontre... voilà, il allait en Irlande, il allait en Afghanistan, au Yémen, partout où ça se bat avec de l'explosif. Donc c'était pas facile de faire ces armes. Mais maintenant, avec la technologie, avec les clés USB, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique. L'État islamique, ils avaient sur le Darknet des magazines, Inspire et l'autre Dabiq, des magazines très très pointus avec dedans des rubriques comment faire de l'explosif pour les nuls, quoi. Comment faire un gilet explosif, comment faire un piège, je les ai vus ces magazines-là, de grande qualité, qu'une photo comme ça, tu aurais pu, voilà, pour apprendre. Alors nous, on s'intéressait à ces documents pour voir où en étaient les ennemis, ce qui travaillait, et ça nous a bien inspiré, parce que d'ailleurs, les 3 grenades qu'on a reçues le 18 novembre 2015 à Saint-Denis, eh bien, c'était les grenades du mois. Okay. Comment faire des grenades avec du matériel acheté dans un magasin de bricolage. Comment on arrive à se procurer justement ces documents-là, comme vous avez pu voir avant? Ouais, c'est le problème. Moi, j'étais spécialiste explosif et dépiégeage d'assaut. Et je les ai vus, ces clés USB. On les a étudiées. Vous avez intercepté quand vous interceptiez les terroristes? Quand la police judiciaire interpelle les terroristes ou leur nébuleuse, ils étudient les clés et vers nous remontaient, on voulait savoir quelles étaient les armes, quelles étaient les compétences de l'ennemi pour savoir ce qui nous attendait. Et ces clés d'ailleurs, elles sont assez difficiles à étudier parce que dedans il y a 3 choses. Il y a la propagande politique, ça c'est assez facile tu comprends pas la langue, voilà, la musique est un peu... Mais tu as ces fameux tutoriels qui nous intéressent pour savoir où ils en sont. Mais tu as aussi toute une partie aussi de scènes sales, de viols, de torture par le feu, l'eau, d'égorgement, d'éventration, etc. Des vidéos? Oui, et ils regardent en boucle ça pour se désinhiber de la peur, de la mort, se désinhiber du stress de la mort à donner et à recevoir. Et en regardant ça en boucle, ils deviennent complètement fous.
Enfin, c'est comme ça qu'ils se désinhibent. Et nous, quand tu regardes ça, parce que moi, je cherchais des tutoriels, donc tu passes en accéléré les scènes sales, mais tu peux pas, t'en vois un peu, et tu vois à quel point ça te transforme. Parce que c'est une histoire de, voilà, ça rentre dans le cerveau, et ces images-là, elles sont faites pour te rendre fou, donc elles rendent fou n'importe qui, quoi. C'est comme ça que les enfants soldats au Yémen, Sierra Leone sont entraînés, quoi. C'est-à-dire que tu leur fais voir des vidéos ou tu leur fais participer à des crimes, et le premier pas est le plus difficile, quoi. Après, une fois que tu es dans la violence, une fois que tu as perdu pied, eh bien, voilà, ces images, elles te marquent. Est-ce que justement, quelqu'un du raid, qui lui ne va pas regarder ces vidéos-là forcément pour se préparer au combat, il est prêt à donner la mort? Nous aussi, on se conditionne d'une autre manière, parce que nous, c'est pas la haine qui doit nous porter, c'est un aspect plus professionnel. Et c'est vrai que ces histoires-là, il faut y penser bien avant de se retrouver en intervention. C'est petit à petit. Par exemple, enfin, dès que tu es policier, de toute façon, si tu as les pieds sur terre, quand on te fournit ton arme, tu dois bien te rendre compte que c'est pas un stylo bic, hein, et qu'il va falloir que si on te donne ça, c'est qu'il va peut-être qu'il y a des balles que tu vas recevoir, et peut-être qu'il y en a que tu vas donner. Hein. Donc déjà, si tu as les pieds sur terre, tu te trompes pas. Après, quand tu rentres au raid, c'est encore plus évident. Hein. Moi, je me rappelle de ma première séance de tir. Hein. Elle avait été marquante parce que à l'époque, le chef de la formation, c'était l'homme qui avait éliminé le terroriste dans l'affaire de la maternelle de Neuilly en 1993. Et donc, il savait de quoi il parlait, puisque lui, il a été obligé de tuer ce terroriste parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il avait ouvert les yeux, il a failli faire exploser les 2 kilos d'explosifs qu'il avait mis dans la classe maternelle. Donc, notre camarade a été obligé de tirer 3 fois. Il l'a tué, mais ça l'a envoyé aux assises. Il a été blanchi parce que la légitime défense a été reconnue, mais il a été aux assises. Donc nous, on est bien... Voilà. Et donc, sa première séance de tir a été caractéristique parce que là, c'était une séance de tir d'hommes expérimentés. Elle s'est arrêtée, la séance, au bout de 10 minutes. On tirait sur des cibles papier. Et il nous a réunis, il nous a montré des photos de Maccabée un peu violentes, de crânes explosés par balles et des choses comme ça. Et il nous a dit, bon, jusque-là, ce que vous avez fait, c'est une séance de tir sportif. Voilà. Le tir police, c'est ces photos-là. Voilà. C'est vous, si vous tirez en retard. C'est votre camarade, si vous tirez en retard. C'est l'otage, si vous tirez en retard. Voilà, donc on était dans le bain. Donc quand tu prends une arme au raid, bien, tu dois t'attendre à ce que tu vas... que je sois amené à tirer. D'ailleurs, ces armes qu'on nous donne au raid, qu'on nous prête, le temps de notre carrière, elle n'est pas neuve. Ça a un aspect un peu symbolique, c'est-à-dire que quand on te la donne, tu sens bien que cette arme, elle pèse plus lourd qu'une arme neuve, parce qu'elle a tout le poids des émotions, tout ce qu'elle a fait avant, elle a déjà tiré, elle a déjà sauvé des vies, et donc elle se donne cette arme un peu comme un relais en athlétisme. Quand tu le reçois, tu sens bien qu'il y a une responsabilité et c'est pas simplement une arme de stand de tir, quoi. Tu sais que cette arme-là, elle va peut-être sauver des vies, elle va sauver ta vie et peut-être elle va en prendre, mais nous on voit pas ça comme ça. On tue pas, nous on sauve des vies. À titre personnel, vous avez déjà pris une vie? Alors j'ai tiré 2 fois. J'ai tiré 2 fois dans le cadre de la légitime défense. Mais finalement, ça s'est bien... Enfin, ça n'a pas tué. On est pris dans ces récits, effectivement, c'est enveloppant, je trouve, parce qu'on n'est tellement pas confronté, quand on n'a pas cette expérience-là, à des choses qui nous paraissent extraordinaires. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir vécu une vie hors du commun? Alors non, pas tant que ça. Bien sûr, avec le recul, quand tu vois au quotidien, le raid, c'est presque des vacances, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on fait du tir, on fait de l'hélicoptère, on fait des choses agréables, on fait de la varap, on escalade, on fait des centres de rappel d'immeubles. Voilà, mais de temps en temps,
enfin de temps en temps, environ 50 fois par an. Un opérateur du RAID, ça a fait environ de lui-même une cinquantaine d'interventions par an. On fait des grosses crises terroristes, on fait des grosses crises de prise d'otages, on fait des grosses crises de forcenés, mais on fait aussi, pour faire le compte, beaucoup d'assistance à police judiciaire. C'est-à-dire quand la police judiciaire fait une enquête et qu'il y a un individu dangereux à aller chercher, eh bien, on nous donne le bébé uniquement le temps de passer les menottes. C'est pour nous faire de l'intervention, parce qu'on ne pourrait pas être compétent sur une prise d'otage style l'hypercachère si on faisait que 5 ou 6 interventions par an. Donc voilà. Donc on sait que de temps en temps, ça va être chaud. Tout se joue très rapidement, quoi. Hein. C'est à la seconde près. Une Kalachnikov de terroriste, ça tire 600 coups par minute. Donc, si on compte pas le changement de chargeur. Donc, ça veut dire que par seconde, c'est 10 balles qui sont tirées. Donc, voilà à quel point, 10 balles, c'est 10 morts potentielles. Voilà à quel point une intervention, ça tient à peu de choses. Récemment, il y a eu le procès des attentats, justement, 2015. C'est quoi votre rapport au RAID, aux policiers d'intervention, avec la justice? Alors, bon, nous, on essaie de pas trop y penser. Nous, on fait l'intervention, on va sauver quelqu'un, on sait pas qui c'est, etc. Mais la justice, forcément, après coup et avant, bien, on pâtit, nous, du fait que de la situation actuelle. On le sait bien, hein. Nous, par exemple, quand on va chercher des individus, moi, j'ai été chercher des centaines d'individus. Quand on nous montre leur curriculum vitae, on comprend pas, quoi. Souvent, on va chercher des gens qui ont 10, 20, 30, 40 condamnations. Et on se dit, mais... et même nous, ça nous surprend. On se dit 40 condamnations, mais comment c'est possible, 40 condamnations, d'être dans la nature? Eh bien, c'est notre quotidien, ça. Mohamed Merah, c'était 15 condamnations avant sa première peine de prison. Alors certes, il y a des délits et crimes faits en tant que mineur, mais bon, pour moi, un mineur, je veux dire, je vois pas la différence entre un mineur et un majeur, parce que la victime qui prend une balle dans la gorge, il avait mis ah bah ça tue pareil, un mineur. Il aurait été en prison s'il avait tué quelqu'un en tant que mineur. C'était des délits. Je sais pas. Je sais que c'est 15 condamnations. 15 condamnations, ça prend pas en compte tous les délits où il a pas été chopé, et ça prend pas en compte les rappels à la loi, sûrement qu'il a eu par dizaines. En tout cas, c'est ça. Le chiffre, c'est ça. Mohamed Merah, c'est 15 condamnations pénales avant sa première peine de prison. Voilà. Et donc, nous, on n'arrête pas d'arrêter des gens comme ça. En effet, on trouve qu'il y a un dysfonctionnement de ce côté-là. Et on le sait bien, c'est même pas c'est pas un scoop, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons. Donc, on laisse dans la rue des gens dangereux. Il n'y a pas de place non plus dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, on sait qu'il y a des fous dans la rue qui ne devraient pas être là, etc. Alors, est-ce que c'est un problème du pénitentiaire? Ça, c'est un problème. Vous me posez une question sur la justice et ce sont pas des problèmes de police, en fait. Mais on y est sensible. Ce sont des problèmes politiques. Mais la police française, elle a été brillante depuis toujours. On parle des Brigades du Tigre en 1900. On a toujours eu une des polices les plus brillantes du monde. Et pourtant, les choses empirent. Pourquoi? Et donc, on se pose la même question, nous. C'est-à-dire que tu te dis, mais moi, ça fait 20 ans que je suis au RAID et les choses s'aggravent. Si je reste 5 ans de plus, ou 20 ans de plus, ou même 100 ans de plus, les choses vont quand même continuer à s'aggraver. Donc, tu te dis, à un moment donné, tu te dis, mais à quoi ça sert? À quoi je sers? Et à l'inverse, on a eu ces dernières années une défiance grandissante de la part des citoyens vis-à-vis de la police. Probablement pas de la police d'élite, comme on pourrait la qualifier, du RAID, etc., dont on sait la valeur dans des moments essentiels, et je pense qu'il y a de la reconnaissance vis-à-vis de ces policiers-là. Mais est-ce que, en tant que policier, c'est quelque chose qui vous a affecté de voir les dissensions qu'il pouvait y avoir dans les manifestations, Je pense que là aussi, c'est politique. Je pense que, franchement, la majorité de la population n'est pas contre la police. Je pense que la majorité, enfin, il y a une défiance envers les institutions. Voilà, je pense, globalement. Et comme la police,
on représente bien les institutions, quoi. Voilà, donc on pâtit de ça, je pense. Parce que n'importe qui a les pieds sur terre, nous, mon métier, moi, c'est gardien de la paix. Voilà, c'est ça que j'ai signé moi, au début de ma carrière, gardien de la paix. Alors qui peut être contre ça? Voilà, moi j'ai passé ma vie moi à aider les gens. Hein, voilà, c'est un métier où on aime les gens. Nous, on va sauver des vies. Moi, j'ai risqué ma vie pour sauver des gens que je connais même pas. Quand on parle de défiance, quand on nous traite de racistes, par exemple, on comprend pas, nous. Moi, j'ai sauvé des gens. On m'a jamais dit, tiens, l'otage, il est de telle couleur ou de telle orientation sexuelle ou telle. Voilà, on va sauver des gens. Point. Nous, on réfléchit pas. Et on nous dit pas non plus, le preneur d'otage est de telle religion ou telle. Voilà, on va sauver des gens. Donc, être contre la police, quand j'entends parler, il y a certains hommes politiques qui voudraient nous désarmer. C'est incompréhensible parce que désarmer la police, ça veut dire désarmer la population honnête. Voilà, c'est désarmer les citoyens en fait, hein, parce que nous on est là pour sauver les citoyens. Donc si on nous désarme, ça veut dire qu'on désarme les citoyens honnêtes, et donc on arme les voyous, quoi. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre, mais en effet il y a un problème politique, mais aussi quand on voit que les CRS reçoivent des cocktails Molotov, se font tirer dessus, reçoivent des pavés, reçoivent des panneaux, des lances, on se dit, là, on est quand même dans une drôle de société, parce que, et après coup, on dit que la police est violente, mais dans aucun pays, la police se fait casser la gueule comme ça, sans réagir. Bon, certes, les policiers sont des êtres humains, donc il y a sûrement des dysfonctionnements de temps en temps, des policiers qui font des choses, qui se trompent, voilà. Mais globalement, quand vous me parlez de manifestations, moi je suis pas un spécialiste du service d'ordre, mais il n'y a pas de blessés ou des borgnés dans une manifestation. Voilà, on utilise les mauvais termes. Moi, mon père était cheminot. Il a fait des centaines de manifestations, il n'a jamais reçu de coup. Pourquoi? Parce que dans une manifestation, la police ne tire pas. Là, on parle d'émeutes. Là, il y a des blessés dans les émeutes, c'est-à-dire une manifestation interdite. Quand une manifestation devient interdite parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des magasins cassés, on n'est plus en manifestation. Là, on est dans une émeute, on est dans un bras de fer. Après, il ne faut pas se plaindre. Et à l'inverse, vous avez vis-à-vis de la police judiciaire un fort et grand respect. D'où est-ce que ça vient? Pour moi, la vraie police, c'est la police judiciaire, c'est-à-dire la police en amont. La police où tu es en civil et où tu nuis le plus possible aux voyous avant qu'ils passent à l'acte. Parce que nous, finalement, au raid, c'est l'aspect un petit peu triste. Nous, on est un peu la cavalerie qui arrive un peu souvent en retard, quoi. Hein. On enjambe des morts avant d'en sauver d'autres personnes. Souvent, on enjambe du sang. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien la police judiciaire qui fait un travail de fond. Quand je vois les groupes d'intervention qui se multiplient, je trouve pas bon signe. Parce que, par définition, un groupe d'intervention, souvent, ça intervient quand la crise a explosé. Je préférerais, moi, voir plus de policiers en civil qui cassent les réseaux. La dernière réforme de la police judiciaire qui fait grand bruit, c'est à ce propos, quoi. Je pense que plus il y a de policiers en civil qui font leur travail de démanteler les réseaux, mieux on se portera. C'est l'aspect préventif de la police, quoi. Il y a la police judiciaire qui doit s'occuper de la mousse qui se voit, les agressions du quotidien dans le métro, tout ça. Et puis, il y a aussi une police judiciaire qui doit continuer à faire le travail de fond pour s'attaquer aux gros réseaux qui font pas de bruit, mais qui font un grand mal. Parce qu'un grand trafiquant de stupéfiants, il nourrit des milliers de revendeurs et des milliers de petites délinquances, quoi. Vous êtes rentré dans la police justement pour vous occuper de ces voyous. Est-ce que vous pensez qu'un jour, justement, dans un idéal possible, il y aurait plus cette mafia disparaîtrait et il y aurait un moyen d'éradiquer la mafia? Ou c'est inhérent à tout État, on aura toujours constamment besoin de gardiens de la paix? Alors ça, c'est sûrement un paradoxe. C'est un paradoxe important, c'est-à-dire que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Alors, on aime les gens, nous, puisque
on sauve des vies, on prend des risques pour sauver des gens qu'on ne connaît pas. Donc, on aime les gens. Mais d'un autre côté, avec l'expérience, je ne sais pas comment on fait pour les aimer. Parce que, voilà, on est bien conscient que l'enfer est sur Terre, quoi. Et que l'être humain n'est pas très recommandable. C'est sûrement une espèce la plus violente. On est violent. Donc quand tu es policier, tu as une forme d'empathie et de vouloir que tout s'arrange, que la paix s'impose. Mais ton expérience montre qu'il y a du boulot et qu'on n'y arrivera pas, quoi. Parce que on le voit bien, nous, quand on travaille, que ce soit les hors-la-loi ou même ceux qui font les lois, personne n'est très net, quoi. Et l'homme est capable du pire. Même ceux qui font les lois? Pourquoi vous dites ça? Bah, parce que vous le savez pas. Bah, je sais pas. Je sais pas, il suffit de voir leur passé judiciaire. Hein. Tout le monde est... Il n'y a pas beaucoup de doigts blanches, quoi. Sauf les gardiens de la paix, peut-être. Non. Ouais. C'est pas le cas. Vous regardez des films quand sortent novembre, des films qui parlent des interventions policières? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez en général? Ou de novembre en particulier? Il y en a beaucoup que j'ai adoré. On parle de novembre, du même réalisateur. J'ai beaucoup aimé La French, et puis encore mieux Bac Nord. Novembre, ce que je reproche à Novembre, c'est que c'est un peu trop près de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de films ou de séries où quand tu les regardes, tu sais plus si c'est la vérité ou si c'est une fiction. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour Novembre. En fait, il y a le film, alors que j'ai aimé, mais il a un aspect documentaire, alors que j'ai moins aimé, parce que, voilà, la vérité, enfin, il y a quelques vérités qui cadraient pas, et puis après, il y a ce que tu sais, quoi. Donc ça fait le film, le reportage, et ce que tu sais, ça fait après parfois un peu mauvais ménage. Ce que j'ai aimé, moi, quand je vais voir un film, c'est un peu pour m'évader ou pour rêver, mais si ça colle trop à la réalité, ben, vaut mieux regarder un bon reportage, quoi. Moi, je me demandais comment est-ce qu'on se reconvertit, surtout quand on a eu plusieurs vies comme ça. Alors, on m'avait déjà posé la question quand j'étais sorti de ma carrière de sportif de haut niveau. On m'avait dit, mais comment tu t'as fait pour tourner la page? C'est exaltant, la vie de champion, tu rêves d'être champion olympique, tu voyages, t'es bien perçu, c'est une élite, voilà, et comment tu te fais pour pas que ça te manque quand t'es au raid? Mais en fait, moi, j'ai tourné la page assez facilement, c'est-à-dire que je suis parti de moi-même, parce qu'à un moment donné, je voulais pas trop tarder dans le sport et qu'après je dépasse. On pouvait pas rentrer dans des unités d'élite après 35 ans à mon époque. Donc moi, quand je décide d'arrêter le sport pour faire de la police, je savais qu'il fallait que ça soit fait bien avant 35 ans, quoi. Quand j'ai décidé d'arrêter le raid en 2018. Eh bien, pareil, j'avais en tête une nouvelle vie. Je voulais à 53 ans. Donc, j'ai fait 33 à 53 ans. J'ai arrêté avant. La police nationale, c'est 57 ans. J'ai arrêté avant parce que j'avais déjà en tête cette troisième vie je voulais faire des conférences. Je fais des conférences aujourd'hui sur comment rester stable sous stress. Voilà, comment conserver ses compétences, ses habiletés mentales, physiques, techniques, malgré la pression. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. C'est que quand tout va bien, on est égal à soi-même. Le lundi, le mardi, le mercredi, on fait les mêmes performances. Mais quand arrive un gros problème, une difficulté, normalement, le stress est fait pour nous améliorer. Non, mais c'est pas ça qui se passe le plus souvent. Le plus souvent, le stress va nous inhiber. Et donc, il y a des méthodes que moi, j'ai testées en sport et puis après au raid pour rester compétent malgré la pression. C'est ce que je retransmets aujourd'hui aux entreprises qui ont les mêmes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit sportif, qu'on soit raider ou entrepreneur, on a les mêmes... c'est pas les mêmes stress, c'est pas les mêmes enjeux, mais c'est le même mécanisme qui te rend mauvais parce que t'es écrasé par le poids de l'enjeu, t'es écrasé par la peur de pas être à la hauteur de tes compétences. Voilà, c'est les mêmes choses. Donc c'est ça que je fais. Et je le fais avec autant de passion, en fait. Justement, aujourd'hui, vous apprenez donc à gérer le stress pour les personnes, mais une question que je me pose, c'est pendant toutes ces années où vous étiez au raid,
Est-ce qu'on vit comme sous cloche, avec un stress permanent, et une fois qu'on a arrêté, ce stress se libère, et que là aujourd'hui vous êtes enfin sûr que vous allez pas, on va pas vous appeler demain, que vous allez peut-être mourir demain? Quand on nous dit ah bah t'es courageux, ah bah t'es, je dis non, on n'est pas plus courageux que ça. On est concentré sur la tâche à faire. Le but du jeu, c'est de réussir à faire le travail malgré l'enjeu, malgré la pression. Donc au cœur de l'action, on n'est pas trop stressé. Mais moi, je suis d'un naturel, je pense, plutôt inquiet. Mais ça n'a pas été un problème pour ma carrière de sportif ou pour ma carrière au RAID ou aujourd'hui pour ma carrière de conférencier. Je pense que l'inquiétude, être un peu anxieux, si tu le maîtrises bien, c'est plutôt positif parce que si tu es anxieux, tu bosses. Mais après, la difficulté, c'est d'avoir des capacités de concentration pour oublier cette anxiété-là et au cœur d'action, ne plus être anxieux. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur au cœur d'action parce que il n'y a plus de place pour cette émotion-là. Alors, si, on peut pas tout verrouiller. Hein, c'est-à-dire que la peur de prendre une balle, il faut quand même la garder, hein, parce que c'est elle qui va te faire lever le bouclier. Il ne s'agit pas de pas avoir peur. Les gens qui disent « j'ai pas peur », bon, déjà, c'est soit des inconscients, parce qu'il y a un risque. Hein. Si tu n'as pas peur, tu meurs. Hein. Au niveau des émotions, la peur, c'est un frein. C'est fait exprès pour pas que tu dégages dans le virage. Donc, si tu n'as pas complètement peur, du tout peur, bah, tu vas tout droit, tu fonces et tu sors du virage. Donc, il faut avoir peur, parce que c'est ça qui te fait ralentir dans le virage, hein, en intervention, mais il ne faut pas s'arrêter dans le virage, quoi. Donc, il y a un dosage. En fait, dans la vie, il faut être un canard, c'est-à-dire immobile à la surface de l'eau, tu vois, tranquille, paisible, mais en dessous, ramé comme un cinglé. Voilà. Et c'est ça, la réussite, elle est là. C'est le travail, et puis après, la concentration pour savoir, au cœur d'action, continuer à être compétent sans se faire impacter par les pensées, par les émotions, par la réflexion. Tout ça, la réflexion, c'est bien avant, c'est bien après. Briefing, débriefing, mais au cœur de l'action, il faut se concentrer sur la tâche à faire. On est des ouvriers qualifiés. Il faut se concentrer sur le métier, ce qu'on a à faire. Même si on n'a pas un tournevis, on a un calibre, mais c'est pareil.